Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une petite série de plusieurs consacrée à l'attaque du lycée de Columbine. Je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire de vous présenter en introduction cet événement tant il est connu. J'ai galéré vraiment à faire et à décider comment j'allais traiter cette affaire. Ça fait depuis l'ouverture de ma chaîne, que je voulais vous parler de ce sujet, mais il est tellement vaste, tellement étendu, il y a tellement de choses à dire que j'avais du mal à me lancer pour attaquer cet énorme morceau. Mais ça y est. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous installer comme d'habitude bien confortablement, d'éteindre vos lumières, et puis dès que vous êtes prêts, eh ben on y va. Dans cet épisode, je vais principalement vous décrire les faits sans trop d'analyse pour le moment. Je vais commencer par vous détailler la journée du 20 avril 1999 et puis je vous donnerai un maximum d'éléments factuels sur la préparation de l'attaque selon ce qu'a révélé l'enquête dans les jours, les semaines et même les mois et années qui ont suivi la fusillade de Columbine. Je pense que c'est un premier épisode qui est nécessaire avant de passer ensuite à un épisode qui sera dédié à l'approfondissement de la psychologie des auteurs de cette attaque et surtout essayer d'identifier quels ont été les facteurs de leur passage à l'acte. Et puis un troisième épisode viendra, au moins, peut-être 4, je ne sais pas encore exactement, pour vous parler plutôt de toutes les conséquences de Columbine, que ce soit sur les victimes évidemment, sur leurs parents, sur la société, sur quel a été l'impact de Columbine sur les médias, mais aussi quel a été l'impact des médias sur Columbine, toute la prévention, etc. L'épisode d'aujourd'hui, il est assez délicat parce que je ne veux en aucun cas qu'il puisse servir de manuel à des personnes mal intentionnées. Il est absolument hors de question que cette vidéo soit aussi un prétexte de glorifier les actes monstrueux qui ont été commis à Columbine, ni leurs auteurs. Je vous expliquerai probablement dans le dernier épisode quelles ont été un petit peu les précautions que j'ai prises ou que j'ai essayé de prendre en tout cas pour éviter tout ça. Voilà, une fois que ça c'est dit, je crois qu'on va pouvoir commencer. Les faits se sont déroulés le 20 avril 1999 au lycée de Columbine dans le comté de Jefferson qui se situe dans le Colorado aux États-Unis. À 11h10 ce matin-là, Eric Harris et Dylan Klebold arrivent tous les deux dans 2 voitures séparées à leur lycée et ils se garent sur 2 parkings distincts qui correspondaient plus ou moins aux 2 côtés de la cafétéria de l'établissement et du coup aux entrées et sorties des 2 côtés du rez-de-chaussée. Lorsqu'il sort de son véhicule, Harris croise un de ses camarades, Brooks Brown, dont je vous reparlerai dans les prochains épisodes parce que il faut savoir que Brooks était un ami à la base d'Harris et Klebold, mais il y avait eu une dispute entre eux environ 1 an auparavant. Ils s'étaient brouillés. Brooks avait été en fait la cible de propos assez violents d'Harris, notamment sur son site internet. Et ils s'étaient plus ou moins réconciliés depuis peu. Bref, donc Brown salue Harris et ce dernier lui répond « Brooks, je t'aime bien maintenant, va-t'en d'ici, rentre chez toi ». À 11h14, une bombe munie d'un minuteur placé dans un sac à dos explose dans un champ à environ 800 mètres du lycée. Cette bombe, elle a été placée préalablement par les 2 attaquants pour créer une sorte de diversion afin d'attirer la police et les pompiers pendant que eux rentrent tous les 2 dans la cafétéria et vont placer 2 gros sacs de voyage qui contiennent chacun une bonbonne de gaz de 9 kg prête à exploser. Puis ils ressortent pour se placer au niveau des 2 sorties. Ces 2 bombes artisanales, elles ont été paramétrées pour exploser à 11h17 précisément, heure à laquelle il y a habituellement le plus de monde dans la cafétéria. Faut quand même faire attention parce que cette version est controversée. Les caméras de surveillance de la cafétéria ne fonctionnaient pas
selon les sources officielles, lorsque les bombes ont été placées dans la cafétéria, donc on n'a pas de vidéo qui montre les deux attaquants en train de déposer les sacs. Et du coup, en fait, il est assez possible que les bombes aient été placées un petit peu plus tôt, vers aux alentours de 10h58. L'objectif était initialement que ces bombes explosent et si ça avait été le cas, elles auraient probablement tué des centaines de lycéens et d'employés et peut-être même fait s'effondrer tout le bâtiment dans cette zone-là. Les attaquants avaient en fait prévu de rester postés au niveau des deux sorties pour tirer sur les survivants qui tenteraient de s'échapper, mais heureusement, les bombes n'ont pas fonctionné. À 11h17, voyant que leur plan n'a pas abouti, Harris et Klebold retournent à leur voiture pour prendre leurs armes et se vêtir de manteaux noirs. 2 minutes plus tard, à 11h19, Harris et Klebold se retrouvent tous les deux en haut des escaliers près de l'entrée ouest du lycée, qui est en fait l'endroit le plus en hauteur du campus. Harris crie « Go, go » et les premiers coups de feu se font entendre. Rachel Scott et Richard Castaldo, qui étaient en train de déjeuner dans l'herbe près de l'entrée, sont les premiers touchés. Rachel est tuée sur le coup et Richard est grièvement blessé. Dans les secondes qui suivent, Harris tire sur 3 étudiants qui venaient de sortir du bâtiment, Daniel Rorbo, Sean Graves et Lance Kirklin, qui tombent tous les 3 au sol. 5 étudiants qui prenaient la fuite sont ensuite visés. Michael Johnson est touché mais il réussit à continuer à courir pour se mettre à l'abri près du local de gym. Mark Taylor, lui, reçoit une balle qui le fait tomber et l'empêche de fuir. Klebold descend l'escalier pour aller vers la cafétéria. Il s'approche de Lance Kirklin qui est à terre, qui vient de recevoir 4 balles dans le corps et qui lève sa main en entendant quelqu'un s'approcher parce que il pense que c'est une personne qui vient lui porter secours. Klebold se penche au-dessus de Kirklin, il lui déclare « Bien sûr, je vais t'aider », puis appuie le canon de son arme au niveau de l'oreille et appuie sur la gâchette. Lance restera défiguré à vie. Puis Klebold continue vers Daniel Rorbo qui tentait de ramper pour se mettre à l'abri et l'abat à bout portant. Il entre ensuite dans la cafétéria brièvement avant de ressortir pour rejoindre Harris qui lui est toujours en haut des escaliers et qui a continué à tirer sur des élèves pendant ce temps. Il touche à plusieurs reprises Anne-Marie au shelter alors qu'elle tente de s'enfuir. Plusieurs témoins entendent alors l'un des tireurs s'écrier « C'est ce que nous avons toujours voulu faire, c'est génial ». Les attaquants lancent ensuite plusieurs engins explosifs sur le toit du lycée, sur le parking et dans l'herbe. Et à partir de 11h22, le shérif, la police et le centre d'appel 911 vont commencer à recevoir les premiers appels leur signalant de venir au niveau du parking sud de Columbine parce que une femme est à terre et qu'elle semble paralysée et que des coups de feu sont tirés. À 11h24, William dit Dave Sanders, un professeur présent dans la cafétéria, réalise l'ampleur du danger et ordonne aux élèves de se protéger en se cachant sous les tables. Au même moment, Patricia dit Patty Nielsen, une professeure d'art plastique qui a été alertée par les bruits d'explosion, se dirige tout droit vers la sortie et les escaliers parce qu'elle pense à ce moment-là que des étudiants font exploser des pétards et qu'ils sont en train de réaliser un film amateur. Donc elle se dirige dans leur direction pour leur demander d'arrêter et se calmer et elle va pour sortir quand l'un des tireurs la vise, ce qui fait exploser une porte en verre. Elle est blessée ainsi qu'un élève qui la suivait juste derrière, Brian Anderson, par des éclats de verre. Tous deux parviennent néanmoins à rentrer à l'intérieur et ils courent s'abriter dans la bibliothèque sans savoir que c'est malheureusement là qu'aura lieu le pire de l'attaque. Patty Nielsen, quand elle arrive dans la bibliothèque, elle va aller se réfugier derrière un comptoir près de l'entrée et elle appelle le 911 où elle va rester au bout du fil pendant une longue partie de l'attaque et décrire de son mieux ce qui se passe à l'opératrice. Il s'agit de l'un des appels qui a été rendu en partie public et qui a été extrêmement précieux par la suite aux enquêteurs pour pouvoir reconstituer la chronologie des faits et aussi donner un aperçu autre que par les témoignages des survivants de ce qui s'est passé lorsque les attaquants sont entrés dans la bibliothèque puisque on entend une partie de ce qui se passe par moment dans l'enregistrement. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder.
if it was just some last being through it. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers are, trying to take control of things. We need police here. Okay, we're getting them there. Police here. Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Okay. I saw a student outside. I was in hall duty. Oh, dear God. Okay. I was on hall duty. I saw a gun. I said, what's going on out there? And he said, oh, it's probably for video production. It's probably a joke. I said, well, I don't think that's a good idea. And I went walking outside. I think he was down to see what was going on. He turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. Okay. Something in my shoulder. Okay. We've got help on the way, ma'am. Toujours à 11h24, l'agent Gardner arrive sur le parking et sort de sa voiture. Comme il porte une sorte de gilet jaune en tant qu'uniforme, il est particulièrement visible et il va attirer tout de suite l'attention d'Harris qui ouvre le feu dans sa direction sans parvenir à le toucher. L'agent Gardner réplique et il va tirer 4 coups mais sans toucher Harris non plus, qui lui recharge son arme puis lui tire encore dessus avant de courir se réfugier dans le lycée et suivi par Klebold. À l'intérieur du lycée, les attaquants tirent sur ceux qu'ils croisent et ils jettent également des bombes tuyaux. Certaines d'entre elles explosent, d'autres non. Un feu se déclenche et de la fumée commence à envahir les couloirs. Harris et Klebold semblent se séparer et ils continuent d'avancer dans les couloirs. Ils tirent occasionnellement sur des étudiants. Plusieurs témoins les entendent rire. Les professeurs se chargent de faire évacuer les élèves comme ils le peuvent, que ce soit par les issues mais aussi par les fenêtres du rez-de-chaussée. Stephanie Munson est touchée par une balle à la cheville alors qu'elle tente de s'enfuir avec une amie, mais malgré sa blessure, elle va quand même parvenir à sortir de l'établissement. Klebold est ensuite aperçu par plusieurs témoins dans les couloirs. À un moment, il court avec son arme à la main derrière un groupe d'élèves, puis il s'arrête soudain et fait demi-tour et reprend la direction de la bibliothèque. Pendant ce temps, au 2e étage, le professeur Dave Sanders essaye d'aller en direction de la bibliothèque justement pour faire évacuer les élèves. Il est touché par une balle à la poitrine et tombe au sol. Il parviendra quand même à ramper jusqu'à un autre couloir où il sera secouru par un professeur qui le tirera dans une salle de classe. Malheureusement, Dave Sanders perdra énormément de sang pendant les heures qui suivront et il mourra vers 15h avant d'avoir pu être secouru. À 11h27, Harris et Klebold sont tous les deux dans le couloir qui mène à la bibliothèque. Ils tirent régulièrement sans viser qui que ce soit et déambulent plusieurs minutes en lançant toujours par moments des bombes tuyaux. Pendant ce temps, Patty Nelson, elle est toujours au téléphone avec le 911 à l'entrée de la bibliothèque et elle décrit les bruits d'explosion qu'elle entend et crie par moments aux élèves de rester cachés sous les tables. Okay. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. Hey, kids, just stay down. Do we know where he's at? I'm sorry? Do we know where he's at? Okay. I'm in the library. He's upstairs. He's right outside of here. He's outside? He's outside of this hall. Outside of a hall or outside? This hall. Okay. And you've got the kids in the there? library. And I've got every student in this library on the floor. You better stay on the floor. Is there any way you can lock the doors? Smoke is coming in from out there, and I'm a little afraid. The gun is right outside the library door, okay? I don't think I'm going to go out there. Okay, you're at Columbine High School? I got 3 children. Okay, we got it. Okay? À l'extérieur du lycée, il y a de plus en plus de rescapés qui s'amassent sur le parking, tandis que la police et les secours arrivent. Les élèves vont commencer à décrire les attaquants comme étant 2 jeunes en âge d'être au lycée ou un petit peu plus grands, et ils étaient vêtus de manteaux noirs et de casquettes à l'envers. Ils disent aussi qu'ils sont armés et lancent des sortes de grenades dans les couloirs. À 11h29, Harris et Klebold entrent dans la bibliothèque. Sur l'enregistrement du 911, on entend l'un des deux qui crie « Levez-vous ». Pendant les 7 minutes 30 qui suivront, un véritable massacre va avoir lieu dans la bibliothèque. 10 élèves perdront la vie et 12 autres seront gravement blessés. Je vais essayer de vous raconter chronologiquement ce qui s'est produit. Oh my God, that was really close. Okay. What's your name, ma'am? My name is Patty. Patty? He's yelling everybody get up right now. He's in the library. He's saying everybody get up right now. Okay. Do you know who he is? Okay.
Evan Todd a été touché par des éclats de tir, il a été blessé. Klebold a ensuite tué Kyle Velasquez qui se cachait sous un poste informatique. Les attaquants ont ensuite commencé à tirer par les fenêtres sur les policiers et les équipes de secours qui prenaient en charge les élèves évacués sur le parking, sans toucher personne heureusement. Ils se sont alors à nouveau tournés vers l'intérieur et ils ont commencé à tirer sous les tables au hasard. Klebold a blessé Daniel Stapleton et McKay Hall. Harris a tué Stephen Curnow et blessé Casey Rugseger. Plus tard, elle a raconté « Le tireur ne bouge pas de sa position, il se tourne et me tire dessus. J'ai entendu un son et j'ai senti mon corps projeté au sol. J'ai regardé mon bras droit se faire détruire au ralenti et je n'ai rien senti. Mais je me suis mise à saigner tellement vite, c'est un miracle que je n'ai pas saigné à mort. » Puis Harris a tué Cassie Bernal. Selon certains témoignages erronés, il se serait penché vers elle pour lui demander « Crois-tu en Dieu ?» Ce à quoi la jeune femme aurait répondu oui avant qu'il ne l'abatte d'une balle dans la tête, mais cette version n'est pas véridique. Il semblerait en fait qu'elle ait été confondue avec ce qui est arrivé à Valin Schnur, une autre victime qui a été blessée. Klebold a ensuite tiré sur Patrick Ireland qui tentait d'aider McKay Hall à se relever. Patrick a été grièvement blessé de 2 balles dans la tête et d'1 balle dans le pied. Sous d'autres tables, Klebold a trouvé Isaiah Scholes, Matthew Ketchner et Craig Scott, le petit frère de Rachel Scott qui avait été la première victime tuée à l'extérieur du lycée. Klebold a hurlé des insultes racistes à Isaiah qui était noir, puis Harris l'a abattu. Klebold a ensuite tué Matthew Ketchner avant de jeter une bombe en direction de McKay, Patrick et Daniel. McKay est parvenu à la repousser et la projeter plus loin juste avant qu'elle explose. Les deux attaquants se sont remis à tirer au hasard. Mark Kingen, Lisa Kreutz et Valin Schnur ont été blessés. Lauren Townsend fut tuée. Harris s'est ensuite penché vers 2 jeunes filles qui étaient cachées sous une table pour se moquer d'elles, puis il a ouvert le feu sur Nicole Nolan et John Tomling. John, qui tentait de s'enfuir, a ensuite été abattu par Klebold. Harris a répliqué en tirant sur Kelly Fleming, qui est morte sur le coup, et puis il a encore tiré en direction de Lauren Townsend et de Lisa Kreutz, et il a blessé Gianna Park également. Alors qu'ils rechargeaient leurs armes, Harris et Klebold ont aperçu John Savage, une connaissance de Klebold. John, choqué, a demandé à Klebold ce qu'il faisait, et ce dernier lui a juste répondu « Oh, juste tuer des gens ». Puis John lui a demandé s'ils allaient le tuer et Klebold lui a dit de partir et l'a laissé s'enfuir. Harris a ensuite tué Daniel Moser, puis Jennifer Doyle et Austin Eubank ont été blessés. Corey DePutter a également été blessé puis il est décédé peu de temps après. Puis les attaquants se sont approchés d'Evan Todd qui était blessé et se sont moqués de lui. Déçu que certaines de leurs bombes n'aient pas explosé, l'un des attaquants a dit à l'autre « Peut-être qu'on devrait commencer à poignarder les gens, ce serait plus drôle ». Parce que, oui, Harris et Klebold avaient amené, en plus de leurs armes à feu, plusieurs couteaux et poignards, mais ils ne les ont finalement pas utilisés. Je tiens aussi à préciser qu'il existe beaucoup de rumeurs, voire même des soi-disant enregistrements dans lesquels on entendrait Harris et Klebold hurler sur les victimes de la bibliothèque, ou les insulter, ou s'amuser à leur faire peur. Tout ça a été débunké, c'est faux. Les seules bribes de paroles prononcées par les tireurs dont on a connaissance, elles proviennent des témoignages des rescapés, mais les enregistrements que vous pouvez trouver sur internet, ce sont des fausses interprétations des bruits de fond qu'on entend en fait dans le centre d'appel du 911. Durant l'attaque de la bibliothèque, Harris s'était cassé le nez à cause du recul de son fusil et il saignait énormément. Alors, les 2 tireurs sont repartis en direction de l'entrée et puis ils sont sortis de la bibliothèque. Et juste avant de sortir, Klebold a fracassé une chaise sur le comptoir juste au-dessus de là où se cachait Patty Nielsen. Ensuite, elle et d'autres employés sont directement partis s'enfermer dans une pièce attenante, tandis que la plupart des élèves qui étaient encore en vie, soit indemnes ou blessés, se sont rués hors de la bibliothèque. Seuls sont restés Patrick Ireland, qui alternait entre des phases de conscience et d'inconscience, et Lisa Kreutz, qui était trop blessée pour pouvoir bouger. Pendant la demi-heure qui va suivre, Harris et Klebold vont errer dans les couloirs du bâtiment avec un comportement erratique. Ils passent devant de nombreuses salles de classe du département des sciences et ils jettent juste des coups d'œil par les vitres, ils croisent du regard des étudiants qui sont cachés à l'intérieur mais ils vont pas tenter d'entrer dans les salles. Pourtant à ce moment-là ils ont encore à leur disposition énormément de munitions pour leurs armes et des bombes qu'ils lancent d'ailleurs parfois genre dans un couloir, de même qu'ils se mettent à tirer par moments dans des salles de classe vides.
Ils vont redescendre, se rendre dans la cafétéria, tirer sur les sacs d'explosifs qu'ils avaient cachés, probablement dans l'espoir qu'ils explosent, mais en vain, et ensuite ils continuent encore à déambuler dans l'espace cuisine, puis dans le hall. À un moment ils font même une pause dans la cafétéria et ils boivent de l'eau dans des bouteilles qui avaient été laissées sur les tables. Ils lancent encore quelques bombes tuyaux qui explosent. Il y a un incendie qui va se déclencher dans la cafétéria par exemple. Et si vous voulez, à ce moment-là, à l'intérieur du lycée, il y a encore entre 200 et 300 personnes qui se cachent. La police à l'extérieur couvre toutes les entrées et les sorties et encercle le lycée, mais la possibilité qu'une prise d'otage soit en cours fait qu'on décide de ne pas donner l'assaut. Puis vers midi, Harris et Klebold remontent à la bibliothèque et de là, ils vont tirer à nouveau en direction des policiers et des secours. Il va y avoir des coups de feu qui vont être échangés pendant plusieurs minutes avant que les attaquants ne se retirent à l'intérieur. À midi 8, Eric Harris et Dylan Klebold se donnent la mort simultanément en se tirant une balle dans la tête dans la bibliothèque. L'attaque aura duré 49 minutes. La sécurisation du lycée par la police ainsi qu'une équipe de déminage va ensuite prendre beaucoup de temps et l'évacuation des rescapés ne se fera qu'après plusieurs heures. Et c'est malheureusement ce qui va coûter, je pense, la vie à plusieurs blessés comme c'est le cas pour Dave Sanders qui n'a pas pu être secouru à temps. La lenteur de l'intervention des forces de l'ordre a beaucoup été critiquée après Columbine. Par exemple, les corps qui étaient dans la bibliothèque n'ont été découverts que vers 15h30. Entre-temps, Patrick Ireland avait réussi à ramper jusqu'à la fenêtre malgré ses blessures et à sortir de la bibliothèque de cette manière. Je crois que personne n'était vraiment préparé à un tel drame et que la police a notamment été complètement dépassée par les événements, d'autant que le signalement des tireurs n'était pas hyper précis, il y a eu pas mal de cafouillages, avec en plus les médias qui sont venus s'en mêler alors que l'intervention était toujours en cours. Et il y a eu pas mal d'informations qui ont fuité et de choses de cafouillage, comme je vous disais. À un moment, on a pensé qu'il y avait un sniper sur le toit. Et en fait, c'était juste un réparateur qui s'était trouvé au mauvais endroit pile au moment de la fusillade. Certaines personnes ont cru qu'un des tireurs était sorti du lycée et s'était échappé. Bref, la gestion de la crise n'a absolument pas été optimale. Par contre, elle a servi par la suite d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire et elle a ouvert la voie à de nouveaux protocoles d'intervention en cas de fusillade dans un lieu public. L'après-midi du 20 avril 1999, en parallèle de tout ce qui se passait au lycée de Columbine, la police a recueilli suffisamment de témoignages pour pouvoir identifier les deux principaux suspects, à savoir Eric Harris et Dylan Klebold, et a envoyé des unités spéciales à leur domicile pour perquisitionner et s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres engins explosifs cachés quelque part. D'ailleurs, les voitures des deux tueurs qui étaient garées sur les parkings, elles étaient elles aussi piégées et elles étaient prévues d'exploser, ce qui aurait probablement fait beaucoup de dégâts si ça avait été le cas, parce qu'elles étaient juste au niveau de là où sont arrivés les secours. Mais finalement, il n'y a qu'une seule de ces bombes qui a explosé en fin de soirée et c'était quand un policier a essayé de la désamorcer, mais heureusement il n'a pas été blessé. Alors j'ai beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé du côté de la famille Klebold parce que Sue Klebold elle a tout raconté dans son livre. On a beaucoup moins d'informations sur ce qui s'est passé chez les Harris, mais je pense que les faits ont dû être assez similaires. En gros, toute la famille Klebold, donc les parents et le grand frère de Dylan, s'étaient réunis à leur domicile en apprenant qu'il y avait une fusillade en cours à Columbine. Et quand la police est arrivée, ils ont été sortis de la maison par le SWAT qui a procédé à une perquisition minutieuse, je pense pas que ce soit le mot, mais intensive on va dire, de leur domicile et surtout de la chambre de Dylan Klebold. Ils ont tous été interrogés avant même qu'on leur explique réellement ce qui est en train de se passer, donc c'est très particulier ce qu'ont dû vivre ces deux familles parce que autant les chaînes de télévision et les médias ont rapidement commencé à donner des informations concernant l'identité des tireurs, le nombre de victimes, tout ce qui s'était passé à Columbine, et ce sont des informations qui ont très vite pris une ampleur nationale, voire même mondiale. Autant les deux familles concernées, elles n'ont réellement appris ce qui se passait que bien après le reste du monde.
Parce qu'il faut pas oublier qu'on était en 1999, donc il y avait très peu de gens qui avaient des téléphones portables, donc ils ne pouvaient pas communiquer avec le monde extérieur à ce moment-là. Alors bien sûr, ils ont dû comprendre que quelque chose de grave se passait et que leur fils s'était attiré des ennuis, mais au départ en tout cas, il semble qu'ils aient vraiment pas eu conscience de la gravité de ce qui venait de se passer et ils n'ont pas particulièrement été tenus au courant par les forces de l'ordre. Ce qui se comprend, en soi, c'était pas réellement leur rôle et puis ils avaient clairement plein d'autres choses à faire à ce moment-là. Mais c'est quelque chose dont on aura l'occasion de reparler dans les prochains épisodes. En tout cas, je déplore qu'on ne les ait pas considérés comme des victimes eux aussi, même si je comprends pourquoi ça n'a pas été le cas évidemment. Le 21 avril, le lendemain de l'attaque, toute l'école a été passée au peigne fin par des équipes de déminage pour s'assurer qu'il ne restait pas d'autres explosifs cachés. Et puis, au cours de la journée, des communiqués et conférences de presse ont officialisé les noms des victimes décédées lors de la fusillade et leur nombre. 15 morts, en comptant les 2 assaillants. 12 élèves ont été tués, ainsi qu'un professeur, et 27 victimes ont été blessées grièvement pour la majorité d'entre elles. Ce bilan extrêmement lourd aurait cependant pu être bien plus élevé si les bombes avaient explosé dans la cafétéria. Alors dès les premiers jours après l'attaque de Columbine, l'affaire a été extrêmement médiatisée et beaucoup d'articles sont sortis pour tenter d'expliquer ou d'avancer des explications quant aux motivations des tireurs. Je vais pas forcément revenir là-dessus dans cette vidéo puisque ça sera le sujet du prochain épisode, donc je rentrerai beaucoup plus dans les détails. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup d'informations erronées ont été données dès le départ et certaines hypothèses étaient également fausses. Non. Harris et Klebold n'ont pas eu le 20 avril 99 un coup de folie, ils n'ont pas craqué subitement. L'attaque elle avait été prévue de longue date et ça on a pu le découvrir notamment grâce aux écrits des 2 jeunes hommes qui ont été saisis à leur domicile sur le site internet que tenait Harris et puis à des vidéos qu'ils avaient laissées. Ce qu'on sait désormais, c'est que l'attaque elle avait été planifiée depuis des mois et qu'elle était envisagée par les auteurs de cette tuerie depuis près d'1 an. On trouve des références à ce qu'ils appelaient leur plan NBK dans leurs écrits remontant à l'année 1998. NBK c'était le nom de code qu'ils avaient donné à l'attaque en référence au titre du film Natural Born Killer d'Oliver Stone, qui est une histoire dont le scénario original a été inspiré à Quentin Tarantino par l'affaire Charles Starkweather et Carrie Ann Fugate. Par exemple, dans le yearbook d'Harris, Klebold avait écrit « J'ai tellement hâte du saint matin d'avril de NBK. Nous, les dieux, allons tellement nous amuser au MBK. Tuer des ennemis, faire exploser des trucs, tuer des policiers. Mon Dieu, tellement de personnes doivent mourir. » Le 17 novembre 1998, Eric Harris avait écrit dans son journal « Haine, je suis rempli de haine et j'adore ça. Je hais les gens et ils ont intérêt à me craindre s'ils savent ce que je leur réserve. J'ai intérêt à masquer tout ça davantage si je veux continuer à vous tromper. Putain, ça va être dur de tenir jusqu'en avril. » Le 22 novembre 1998, Harris écrit « Écoutez bien vous tous, aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de Reb. Avec Vodka et quelqu'un que je ne nommerai pas, nous sommes allés en ville et nous avons acheté les choses suivantes. Un fusil de chasse calibre 12 double canon, un fusil à pompe calibre 12, une carabine 9 mm, 250 cartouches de 9 mm, 15 balles de calibre 12, 40 cartouches pour fusil de chasse, 2 couteaux à cran d'arrêt et des chargeurs de carabine. Nous avons des armes. Vous êtes morts, sale fils de pute. Ha ha ha, loser. » Ces armes, Harris et Klebold ne pouvaient pas les acheter seuls à l'époque parce qu'ils étaient encore mineurs. C'est Robin Anderson, une amie de Dylan Klebold, qui les a accompagnés au Tanner Gun Show, qui est une sorte de foire aux armes, et qui les avait achetées pour eux. La 4e arme qui a été utilisée lors de la fusillade de Columbine fut achetée à Mark Maines, un autre ami des garçons, pour 500 $. Par la suite, Harris et Klebold ont scié les canons de ces armes eux-mêmes pour pouvoir plus facilement les transporter et les dissimuler. Après la fusillade, Mark Maines a été condamné et emprisonné pour vente d'armes à des mineurs, de même qu'un autre homme qui les avait mis en contact. Robin Anderson, elle, était dans le lycée quand la fusillade de Columbine a éclaté, elle a pu s'échapper sans croiser les tireurs, elle a immédiatement coopéré avec la police, leur racontant
tout ce qu'elle savait sur les événements et sa participation aux achats des armes. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune idée du plan macabre des 2 tireurs et comme elle a été très coopérative durant toute l'enquête, elle n'a pas été poursuivie pour les avoir aidés à acheter leurs armes. Et je trouve personnellement qu'elle s'en sort extrêmement bien dans cette histoire comparée aux 2 autres complices. Eric Harris et Dylan Klebold étaient allés au Tanner Gun Show le samedi et ils m'y ont emmené le dimanche. Quand Eric et Dylan y avaient été la veille, un vendeur leur avait dit qu'ils devaient venir avec quelqu'un âgé de 18 ans. Ils avaient tous les deux 17 ans à l'époque. Le vendeur était un particulier, pas un vendeur agréé d'une licence. Pendant qu'ils faisaient un tour, Eric et Dylan n'arrêtaient pas de demander aux vendeurs s'ils étaient des particuliers ou des professionnels. Ils voulaient acheter leurs armes à un particulier car il n'y aurait pas de papier à remplir ni de vérification des antécédents. À un moment, Eric s'est intéressé à une arme chez un professionnel. Le vendeur m'a demandé de remplir des papiers et j'ai dit non, je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne veux pas mettre mon nom pour quelque chose dont je n'aurai pas le contrôle ensuite. Ils ont acheté des armes à 3 vendeurs différents, tous des particuliers. Ils ont payé en liquide, il n'y avait pas de reçu. On ne m'a posé aucune question, il n'y a eu aucune vérification de nos antécédents. J'ai juste eu à montrer mon permis de conduire pour prouver que j'avais bien 18 ans. Ensuite, en gros, elle détaille ce qu'Harris et Klebold avaient acheté, donc je m'étends pas là-dessus spécialement. Les vendeurs n'ont noté aucune de nos informations. Je n'aurais pas acheté d'armes pour Eric et Dylan si j'avais dû remplir des papiers avec mes informations personnelles ou dû me soumettre à un examen de mes antécédents. Je pense qu'il était clair pour les vendeurs que les armes étaient destinées à Eric et Dylan, c'était eux qui posaient toutes les questions et qui manipulaient les armes. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils allaient faire avec. Quand j'y repense, je me dis que j'ai été naïve, j'aurais aimé qu'une loi obligeant à regarder les antécédents ait été effective à ce moment-là. Je ne sais pas si Eric et Dylan auraient réussi à se procurer des armes d'une autre manière, mais je n'aurais pas été celle qui les a aidés. C'était trop simple, j'aurais voulu que ce soit plus difficile. Le choix de la date de l'attaque a aussi été sujet à beaucoup d'hypothèses a posteriori parce que le 20 avril, il se trouve que c'est la date anniversaire d'Adolf Hitler auquel Harris vouait une passion ou en tout cas une forme de fascination, comme on peut le voir dans certains de ses écrits où il a mentionné les nazis et Hitler à plusieurs reprises comme une sorte d'exemple, étant donné que Harris avait des fantasmes qui tournaient beaucoup autour de la sélection naturelle et de l'extinction de la race humaine. Encore une fois, c'est un truc que j'approfondirai plus en détail dans la prochaine vidéo. Alors, est-ce que cette date a été choisie pour ça? Peut-être, mais franchement, on n'a aucune certitude à ce sujet. On sait aussi qu'il y a un groupe de musique que Harris et Klebold appréciaient qui avait sorti un album à la date du 20 avril également. Là encore, l'hypothèse que ça ait pu avoir une influence sur le choix de la date existe, mais il n'y a aucune certitude et en fait, beaucoup pensent même que l'attaque elle était initialement prévue pour la veille, donc le 19 avril, qui était aussi une date anniversaire puisque c'était celle de l'attentat d'Oklahoma City en 95 et que Harris et Klebold voulaient surpasser le nombre de victimes qui avaient été fait lors de cet attentat. C'est d'ailleurs ce que les 2 auteurs de la fusillade ont mentionné dans certaines vidéos qu'on désigne sous le nom des vidéos du sous-sol qu'ils ont tournées peu de temps avant les faits. Et il semblerait que le décalage d'une journée soit uniquement dû au fait que la fabrication des bombes artisanales avait pris un petit peu plus de temps que prévu. Le dernier point que je voudrais aborder avant de terminer cette vidéo à propos des faits concernant cet événement, c'est l'étrange disparition d'un document dans les jours qui ont suivi la fusillade de Columbine. Comme je vous l'ai dit, Harris tenait un site internet sur lequel il publiait des niveaux pour un jeu vidéo qu'il créait, mais aussi des choses qu'il écrivait qui étaient extrêmement violentes et notamment il y avait des menaces à l'égard de certains élèves, notamment le fameux Brooks Brown, le garçon à qui Harris a dit de partir du lycée juste avant l'attaque. Et c'est quelque chose qui avait alerté la famille Brown qui avait fait part de ses inquiétudes à la police. Donc une enquête avait été ouverte au début 1998, soit plus d'1 an avant le drame, et un mandat de perquisition avait été demandé pour le domicile d'Eric Harris, sauf que cette perquisition, eh bien, elle n'a jamais été faite. Et du coup, le 30 avril 1999, donc 10 jours après la tragédie, les hauts fonctionnaires du comté de Jefferson se sont réunis pour discuter de ce fait-là, et ils ont décidé que cette information ne serait pas divulguée à la presse. Bref, ils ont complètement décidé de la passer sous silence. Et puis, lorsque ces documents ont été réévoqués au cours de l'enquête 2 ans plus tard, eh bien on a découvert qu'ils avaient tout simplement été perdus
impossible de remettre la main sur le dossier de 1998 concernant les propos troublants tenus par Harris en ligne, dont la police avait eu connaissance, et surtout en fait les fichiers qui montraient leur inaction à l'époque. En 2001 et en 2003, les familles des victimes décédées ou blessées lors de l'attaque ont reçu une compensation financière qui s'élevait à plus de 2 500 000 $ de dommages et intérêts de la part des assurances des familles Harris, Klebold et de celles des 2 hommes qui avaient aidé les tireurs à se procurer leurs armes. Voilà, en gros la vidéo aurait dû se terminer initialement ici, mais ça m'a vraiment beaucoup posé question et problème, d'où le fait qu'elle sorte avec un petit peu de retard d'ailleurs. Ça a été vraiment très difficile pour moi de vous faire un épisode uniquement sur les faits, sans, comme je le fais d'habitude, prendre le temps d'analyser, de comprendre comment et quand on peut pourquoi les auteurs sont passés à l'acte, de réfléchir aux conséquences, à l'impact d'une affaire, à toutes les questions que ça peut soulever. Et c'est évidemment ce qui sera fait dans les épisodes suivants. Mais si vous voulez, j'avais vraiment peur de ce sentiment de publier quelque chose qui soit vide de sens et peut-être donner de la visibilité, même si clairement l'affaire de Columbine n'a pas besoin de moi pour en avoir, un drame pareil. D'ailleurs, en y réfléchissant, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec le film Elephant de Gus Van Sant, qui est inspiré de la tragédie de Columbine. Le film en lui-même émiette, on va dire, de nombreux indices, des pistes évoquées par les enquêteurs et les médias après la fusillade, mais il reste vraiment dans cette position du spectateur. Et c'est en grande partie, je trouve, ce qui provoque le sentiment de violence et de malaise dans ce film. Étant donné que moi j'ai pas la prétention d'avoir le centième du talent de Gus Van Sant et peut-être pas non plus la même sensibilité, j'ai vraiment besoin de préciser le fait que cet épisode doit être pris dans un ensemble avec toutes les autres vidéos qui vont venir. J'ai énormément réfléchi à la meilleure façon possible de construire ces épisodes sur Columbine et à la base j'avais même carrément pensé ne pas du tout revenir sur les faits. Comme ça m'arrive parfois avec, vous savez, des affaires vraiment célèbres. Mais là, ça me dérangeait un petit peu de pas le faire à cause du trop grand nombre de rumeurs et de fausses informations qui ont circulé concernant tout ce qui s'est passé à Columbine le 20 avril 1999. Donc je me suis dit qu'il était quand même nécessaire de faire d'entrée de jeu cette mise au point pour pouvoir passer à la suite sur de bonnes bases. Je voulais également être bien sûre de mentionner les noms des victimes parce que quand on parle de Columbine, je trouve qu'on parle beaucoup d'Harris et de Klebold, mais pas beaucoup des victimes qui ont perdu la vie ce jour-là ou qui ont été blessées, que ce soit physiquement ou psychologiquement. J'aurai évidemment l'occasion par la suite de vous parler un peu plus de l'après et comment les survivants ont évolué après Columbine. Vous allez voir toutes les conséquences tragiques qui ont découlé des mois et des années après cette attaque, mais aussi, j'espère, de beaux exemples de personnes résilientes qui ont réussi à surmonter ce traumatisme. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense qu'elle a été un petit peu longue, j'ai pas l'heure devant moi, mais il y avait quand même pas mal de choses à vous raconter et surtout assez éprouvantes, donc j'espère que ça va. Je sais que la plupart d'entre vous qui me suivez êtes habitués aux affaires criminelles, mais je trouve que celle-ci est particulièrement... je sais pas, en tout cas moi elle me touche particulièrement, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi, et je sais qu'elle touche beaucoup de monde, donc voilà, et puis comme je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent qui sont peut-être un petit peu dans les âges des victimes, ben voilà, ça peut éventuellement venir un petit peu chambouler ce genre d'histoire. Le deuxième épisode arrive très très vite, donc restez pas loin sur la chaîne. Je vous dis du coup à tout bientôt, je pense soit dans la soirée, soit demain pour le prochain épisode. Et puis je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.